Pour le conseil municipal du 31 août, avec donc 19 délibérations à l'ordre du jour. Nous allons donc procéder à l'ouverture de la séance, en vous signalant que nous avons reçu une lettre de Philippe Videcoq, conseiller municipal, qui a souhaité nous quitter parce que bon, il est parti sur d'autres horizons, il a déménagé de Carnoul, et de ce fait, dans la liste, un suivant, c'est Liliane Longo, qui est assise là autour de la table, qui supplée, donc qui vient donc compléter le conseil municipal, qui reste donc à 23. Tu peux faire coucou pour que tout le monde t'identifie. Voilà, donc bienvenue Liliane au sein du conseil municipal. Depuis le début, tu es à nos côtés pour travailler, mais en voix off. Aujourd'hui, tu peux t'exprimer au sein du conseil municipal en tant qu'élu. Donc bienvenue et félicitations pour cette nouvelle, disons, fonction. Donc je propose que Marie-France Panissi fasse l'appel et indique les procurations qui ont été sollicitées. Merci Marie-France. Bon, on s'habitue au nouveau micro, hein, pas essayer d'appuyer, pas appuyer, pour qu'on puisse s'entendre. Donc je vous propose de désigner le ou la secrétaire des séances et je vous propose, comme à l'accoutumée quand elle est parmi nous, Élodie Picon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Élodie, te voilà nantie de cette fonction de secrétaire de séance. Vous avez pris connaissance du précédent conseil municipal dans son compte rendu. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte rendu? Non. Donc je vous propose de l'approuver. Qui est pour? Je vous remercie. Je penserai à venir signer les tableaux. Nous allons lire les décisions prises depuis le dernier conseil municipal et c'est Stéphane Santervas qui s'occupe de cette lecture. Merci Stéphane. C'est assez prêt? Oui. Voilà. Alors, la liste des décisions du maire du 16 juin 2021 en date du dernier conseil municipal au 31 août 2021. Donc, en date du 16 juin 2021, signature d'un contrat de maintenance pour l'horloge de l'église à l'entreprise Baudet. Le 18 juin 2021, signature de l'offre de prix du dispositif Joker Chorus Pro à JVS Meristem. Le 1er juillet 2021, signature d'une convention de services pour études techniques et énergétiques des bâtiments publics avec le Simiel Lec-Var. Le 5 juillet 2021, signature d'une convention de financement, appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. France Relance. Le 8 juillet 2021, signature d'un bail commercial entre la commune de Carnoul et M. Mamoliti, sauveur. Le 12 juillet 2021, signature d'un contrat de prestation de services 1, 2, 3 mairie, agence digitale. Le 15 juillet 2021, convention d'autorisation d'occupation temporaire, le Football Club Carnoulais. Le 27 juillet 2021, renouvellement d'une messagerie collaborative, exchange par la société OVH. Le 2 août 2021, signature d'un devis pour la location d'une nacelle à Cheraki. Le 6 août 2021, signature d'un devis pour l'entretien d'un bâtiment dénommé Centre médical à la SAS Gaspard Clean.
Le 6 août 2021, signature de la convention pour la mise à disposition d'une benne à déchets, communauté de communes Cœur du Var. Le 17 août 2021, convention de mise à disposition Stade Brachet, district du Var de football. Le 27 août 2021, signature d'un avenant numéro 1 à la convention d'autorisation d'occupation temporaire du patrimoine communal. Salle du Dojo, association Impact Box Carnoulaise. Et enfin, le 27 août 2021, convention d'animation, comité départemental olympique et sportif du Var. Forum des associations 2021. Voilà. Merci Stéphane. On peut passer à l'ordre du jour. Je le disais, donc 19 délibérations. Je vous fais grâce de la lecture de l'ordre du jour qui viendra au fur et à mesure que les délibérations seront présentées. La première, un rapport sur le service de l'eau potable pour l'année précédente, donc 2020, et c'est Jean-Louis Boyer qui s'emploie. Il est là. Bonsoir. Ouais. Donc, je vous rappelle un peu le contexte contractuel, une petite synthèse. Donc, le traitement de l'eau est géré par un délégataire qui est Veolia, un contrat qui a été réalisé en juillet 2017 pour une durée de 10 ans. Son périmètre correspond au service public d'eau potable de la commune. Les prestations principales de ce délégataire sont les suivantes. La production comprenant les exors et le traitement de l'eau, l'élévation de l'eau jusqu'aux différents sites de stockage, la distribution publique de l'eau jusqu'au compteur des administrés, le renouvellement des équipements électromécaniques, des branchements et des compteurs. Le service à la clientèle comprenant la souscription des abonnements, la relève des compteurs, l'information des consommateurs, l'émission et le recouvrement des factures. Voilà, donc pour l'année 2020, les chiffres clés. Donc il y a une base de 3 482 habitants desservis, un nombre d'abonnés de 1440. Les installations de production n'ont pas changé, il y a une installation de production, 3 réservoirs, 26 km de réseau. Ensuite, il y a le taux de conformité microbiologique, c'est-à-dire la qualité de l'eau qui a été desservie tout le long de l'année 2020 est à 100% de conformité. Le rendement de réseau est à 69,5%. L'indice linéaire de perte est à 7,56. La consommation moyenne par habitant est de 123 litres par habitant jour. Je reviendrai un peu plus en détail sur la performance du réseau tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut s'apercevoir cette année-là, une stabilité de la consommation à 158 490 mètres cubes. Un taux d'impayé global de 7 867 € en 2020, atteignant 1,38% du montant global facturé. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le délégataire ne peut plus couper l'eau aux personnes qui ne règlent pas leurs factures. Donc, c'est plus difficile de faire des rappels pour que les gens ils payent régulièrement. C'est plus compliqué. Donc le rendement, l'ILP tout juste au-dessus de l'objectif contractuel qui était de 8 mètres cubes jour par kilomètre, mais le rendement objectif de 75% n'est pas atteint. Alors là, pareil, je vais détailler un peu plus. Malgré les 27 fuites réparées en 2020, dont 3 canalisations contre 25 réparées en 2019, dont 10 fuites branchements, 3 canalisations et 14 sur compteur, le rendement n'a pas été atteint. Donc, de ce fait, on a fait une réunion avec le délégataire. Nous avons 2 réunions par an, semestrielles. Donc, il a été convenu avec le délégataire de monter un plan d'action. Donc, on a donné une date qui sera le 27 septembre pour monter un plan d'action et pour voir avec lui quelles sont les pistes d'amélioration pour atteindre ce fameux rendement. Il n'est pas concevable aujourd'hui, compte tenu de l'approvissement des ressources en eau dues à nos différentes sécheresses, de ne pas atteindre un rendement honorable de 75% pour une commune comme Carmoules. Donc, on a cette réunion qui est programmée le 27
et on attend du délégataire une amélioration de ce fameux rendement. Le renouvellement, il y a un retard de 18 000 € réalisé en 2020. Donc nous ne sommes pas inquiets parce que nous sommes l'année prochaine, en 2022, à mi-contrat. D'accord, sur 10 ans, il nous restera encore 5 ans de contrat. Donc le renouvellement, c'est une moyenne sur la durée du contrat. Donc 18 000 €, ce n'est pas très important. On peut rattraper facilement cette somme-là. Donc 38 compteurs ont été remplacés en 2020, donc 229 en 2019. Les compteurs remplacés, on a une pyramide d'âge à respecter de 15 ans sur les compteurs. Et le compteur rentre dans la performance du réseau. Il y a les fuites d'un côté à réparer, d'avoir des canalisations étanches, et en même temps, il y a la performance du comptage. Le comptage est quand même important. Donc le comptage des administrés est important. C'est pour ça qu'il y a une pyramide d'âge des compteurs. Et le délégataire se doit de renouveler toutes les années un certain nombre de compteurs pour qu'ils soient fiables. Voilà concernant les grandes lignes de l'année 2020. Donc les volumes prélevés, 233 000 m3, 0,60. Les volumes produits, pareil. Les volumes de service, 4 522. Et les volumes autorisés année entière, 164 009 m3. Donc les volumes mis en service, c'est les volumes utilisés par les services techniques, par les pompiers, diverses autorisations qui ont été menées et qui permettent de déduire sur le rendement les volumes de service. La station de pompage de l'écluse, sécurisation et redimensionnement du périmètre, renouvellement du portail d'accès à la station. Vous avez tous dû voir en passant que nous avons refait un bout de clôture de la station et de profiter de mettre en conformité cet espace contre Vigipirate. En production, il y a eu un fait marquant, la turbidité de la ressource en eau. La ressource des forages de l'écluse apparaît sensible à la turbidité pendant les épisodes pluvieux. Le manque d'eau à l'étiage, la ressource mère des fontaines a tendance à tarir à l'étiage. Elle est alors secourue par les forages de l'écluse qui assurent un relais d'alimentation en eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en période de sécheresse, la nappe de la source est à l'étiage, mais par contre, les forages, pour l'instant, donnent et compensent la source. Et aujourd'hui, on n'a pas eu recours à notre secours qui avait été pris en 2018 par la commune pour secourir la commune au cas où une pénurie d'eau, des forages et de la ressource propre de la nappe. Donc l'année 2020 a été positive. On n'a pas eu recours au secours. Les installations, mise à l'arrêt et dépôt du surpresseur de la Vière. Le réservoir du haut service a été mis et un réducteur de pression a été installé sur le départ du réseau de l'affairage afin que les abonnés situés à l'aval ne ressentent pas l'augmentation de la pression issue de la mise en service du nouveau réservoir. Donc, ce qui veut dire, c'est que les travaux au chemin de la Vière, il y avait un problème à l'époque d'incendie. Il y avait un surpresseur, mais le surpresseur n'était pas calibré par rapport au débit incendie. Donc, le délégataire, dans son contrat, il devait la première année mailler un réseau sur le haut service, sur le nouveau réservoir plus haut. Et la commune a complété ce renforcement de canalisation en 2019, oui. Et ce qui a permis, sur tout le chemin de la Vière, à renforcer son réseau, ce qui a permis de s'affranchir de ce surpresseur qui était limité en débit et aujourd'hui d'avoir retrouvé la défense incendie sur tout le chemin de la Vière. C'était quelque chose de très important sur la commune, de s'affranchir de ce surpresseur et retrouver la défense incendie. Travaux de fond de l'île. Le projet de la fond de l'île a été à nouveau soumis à la SNCF en tenant compte de leur refus de passer en encorbellement du tablier. Une nouvelle solution a été proposée par le délégataire de passer en enfouissement sous la voie ferrée. Enfin, on a eu une année d'échanges pour parvenir à ces travaux. Et les travaux ont été enfin réalisés. Ces travaux permettront un renforcement du coin du quartier de Saint-Victor. Et sur le quartier de Saint-Victor, il y a un surpresseur et d'optimiser ce surpresseur.
Il ne permet pas de le déposer et de s'en affranchir comme au chemin de la Vire, mais il permet d'optimiser son rendement et de renforcer le réseau par ce maillage qui a été réalisé. La sectorisation du réseau, en 2020, un gros travail a été effectué sur le terrain afin de mettre à jour les plans du réseau. Cela nous a permis de corriger plusieurs incohérences dans les plans transmis en début de contrat, principalement sur l'avenue Colman-Fabien et la route de la Liberté. À plusieurs reprises, les entreprises qui travaillent sur la commune manœuvrent partiellement des vannes et la sectorisation s'est trouvée en défaut et il a fallu du temps pour tout reconfigurer. Aujourd'hui, la sectorisation fonctionne bien. Et la sectorisation, c'est ce qui permettra aussi aux délégataires d'améliorer la performance du réseau. Donc, la production et le traitement, donc, comme je disais en préambule, il y a eu 100% de conformité. Donc, vous savez qu'il y a des prélèvements qui sont un autocontrôle qui est réalisé par le délégataire toutes les semaines et des contrôles inopinés dans le domaine public réalisés par l'ARS. Et donc, il ressort qu'il y a 100% de non-conformité. C'est une bonne chose. Donc, pour conclure, alors, sur l'eau potable, on a prévu des axes d'amélioration, tout de même. Donc, on a des perspectives de renouvellement de canalisation qu'on a citées par rapport à la thématique de fuite qu'il y a depuis quelques années. Toutes les fuites sont tracées. Et à un moment donné, on se pose la question, au lieu de réparer des fuites, est-ce qu'il ne faut pas renouveler le réseau ? Renouveler le réseau partiellement, parce qu'on ne pourra pas faire tous les réseaux de la commune, mais renouveler certains réseaux qui sont défaillants et qui ne permettent pas d'atteindre ce fameux rendement avec un objectif intéressant. Donc on a cité plusieurs rues et en fonction du budget de la commune, nous réaliserons ces travaux et on les lissera sur quelques années. Donc aujourd'hui, les comptes d'exploitation de la société délégataire vont ressortir un négatif de 10 000 €. Donc je ne suis pas inquiet comme pour les renouvellements quand on vous a parlé qu'ils avaient 18 000 € de retard. Donc on n'est pas tout à fait à la mi-contrat et l'équilibre d'un contrat se fait sur quelques années. Concernant l'assainissement. Sur le mute. Donc, merci Jean-Louis pour ces explications. On va valider dans la présentation de la partie eau potable. Donc, une conformité totale de l'eau distribuée, donc c'est déjà une bonne chose sur le plan sanitaire. Une insuffisance de rendement au regard des objectifs que nous avions assignés, mais les services et toi-même vous occupez de la chose, en espérant que dans les années à venir, on ait une courbe plus intéressante de rendement et des analyses complémentaires pour savoir sur quel point il faut apporter des améliorations sur nos ouvrages, nos réseaux. Et bien sûr, tu l'as souligné, le secours avec le syndicat de l'Est, non utilisé jusqu'à ce jour, et c'est comme une assurance, le jour où on en a besoin, on est quand même bien content de l'avoir. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation que Jean-Louis vient de nous faire ? Non ? Voilà, bon, c'était assez clair, assez complet, donc bravo Jean-Louis. Je vous propose de prendre acte de ce rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service de l'eau potable, tel que Jean-Louis vient de le faire. Tout le monde prend acte ? On est d'accord. Alors maintenant, tu peux enchaîner sur la partie assainissement et voilà, nous présenter cette part de réseau. Voilà. Dans la même présentation, donc je ne vais pas faire l'historique du contrat parce que l'eau potable et l'assainissement ont été délégués ensemble. Donc je vais revenir justement sur les prescriptions principales du délégataire. D'accord ? Donc l'eau usée, c'est la collecte des eaux usées, la reprise des eaux usées, l'épuration des eaux usées, le renouvellement des équipements électromécaniques et des branchements d'eau usée, le service à la clientèle comprenant la souscription des abonnements, l'information des consommateurs et le dépannage 7 jours sur 7.
Donc aujourd'hui, le patrimoine de la collectivité se constitue de la façon suivante. Il y a un poste de relevage des pierres blanches, il y a une usine de dépollution, il y a 14 248 mètres linéaires de gravitaire et 112 mètres linéaires en refoulement, 889 branchements pour les eaux usées, ce qui représente 435 regards. Aujourd'hui, ce que j'avais oublié de dire sur l'eau potable, je voulais préciser aussi que le service de proximité a été bien mené tout le long de l'année 2020. J'entends par service de proximité, c'est-à-dire que ce qu'on demande à un délégataire dans ce service public, c'est d'avoir la proximité avec les administrés. Ce qui est important, c'est que dès qu'un administré a un problème, qu'il soit en épuration, obstruction de son branchement, qualité d'eau, de l'eau trouble, de l'eau turbide, une fuite avant compteur, une fuite après compteur, il faut qu'il y ait un service d'astreinte 7 jours sur 7 pour que ça soit bien géré. Et ça a été le cas pour l'année 2020, que ce soit en eau potable ou en assainissement. Nous avons eu peut-être 2% de réclamations qu'on a transmis à notre délégataire et qui ont été traitées. Aujourd'hui, on n'a aucune réclamation qui est restée dans les tiroirs. Donc ça, c'est quand même très important de le dire. Donc les événements importants de l'année concernant l'épuration. La station d'épuration, suite à un orage le 8 novembre 2020, la station a déversé en tête pour un volume de 1225 mètres cubes durant environ 16 heures. Cela a fait l'objet d'une déclaration au service de la DTM. Donc là, pareil qu'en eau potable, on doit toujours être dans l'amélioration en continu. Donc pour ce faire, nous avons demandé à notre délégataire de travailler en amont sur le réseau. Pour que la station d'épuration fonctionne dans sa capacité nominale qui a été prévue, il faut qu'en amont, le réseau soit étanche. Et je vous dirai en détail ce qu'on a prévu de faire pour rendre petit à petit le réseau étanche. C'est un peu comme en perte d'eau en eau potable. En assainissement, c'est le contraire. On a besoin d'éviter les entrées d'eau pluviales dans les réseaux d'assainissement. En eau potable, éviter les pertes d'eau. En assainissement, éviter les entrées d'eau dans les réseaux, soit par des fissures de réseau, soit par des tampons qui ne sont pas étanches. Donc, le réseau d'assainissement est un générateur d'apport important de matériaux, de sable et de pierre. Donc, c'est ce que je vous disais, s'il n'est pas étanche, en même temps, il apporte du sable, des pierres et qui transmet à la station d'épuration. Et la station d'épuration doit traiter et parfois, par épisode pluvieux, elle passe, elle déborde. Et en débordant, ça part. Et au niveau environnemental, ce n'est pas ce qui est le mieux à faire. Donc, ce qu'on peut dire aussi sur la commune, il y a eu une extension du réseau d'assainissement au chemin de la Vière sur 55 mètres linéaires. Ce qu'on doit aujourd'hui, nous, dans la commune, c'est d'essayer d'améliorer notre réseau et quand on le peut, d'assainir un maximum d'administrés et d'éviter d'avoir des fosses septiques qui marchent plus ou moins bien. Donc, on préfère, quand on le peut, assainir et récupérer des gens sur le réseau de collecte communal. Donc, en 2020, le nombre de clients est de 1197, l'abonné sur le périmètre également, une assiette en mètre cube de 159 935 et 1197 abonnés desservis. Le nombre de kilomètres de réseau, donc je l'ai dit tout à l'heure, 14 360, 112 en refoulement. Le nombre de branchements, 889. Déversoir d'orage, 1. Donc le fermier, c'est le délégataire. Il a curé 568 mètres de réseau et il a eu 23 désobstructions à réaliser. Donc le curage du réseau, c'est tout le long de l'année, curer une partie du réseau pour qu'on puisse éviter les désobstructions chez les administrés et en même temps garantir une continuité de service dans les réseaux. Éviter qu'il y ait une pollution dans les rues.
Donc, les perspectives. Travaux proposés pour améliorer les services. Élimination des eaux parasites et reprise de réseau. Donc, c'est ce que je viens de dire. Les eaux parasites, c'est les eaux entrant dans le réseau. Donc, pour cela, le délégataire a des sondes de réseau qui sont installées dans certains regards. Il y a 5 sondes sur la commune qu'on va déplacer au fur et à mesure. Et ces sondes, elles permettent, en temps de pluie, de mesurer la hauteur d'eau dans le réseau et d'évaluer un débit d'eau entrant. D'accord ? Et donc, grâce à ces sondes et grâce aux inspections télévisées, on va avoir un rapport. Et avec ce rapport, on pourra lancer une campagne de recherche d'eau parasite. Les recherches d'eau parasite, ça se fait par des tests à la fumée. Donc, on fait rentrer de la fumée dans le réseau. Et quand la fumée elle sort du réseau, ça veut dire que le réseau n'est pas étanche. Voilà. Et ce travail va être fait en collaboration avec le délégataire et ça permettra de traiter en amont ce que je disais en préambule pour éviter de surcharger la station par temps de pluie et d'éviter les débordements. Donc, on souhaite aussi mettre un piège à cailloux et un dégrilleur à l'entrée de la station, c'est ce que je dis, le transport de ces eaux et de ces sables, il faut les piéger en tête de station, parce que si on ne les piège pas en tête, ça use davantage les pièces mécaniques de l'installation. Donc si on peut traiter en amont, on garantira une longévité du matériel électromécanique de la station. Donc, des renouvellements de réseau, c'est comme en eau potable. Il y a des renouvellements de réseau à faire pour améliorer. Donc, en fonction des diagnostics qu'on aura, on pourra faire du renouvellement. Et quand on fait du renouvellement de réseau, on essaie de regarder le renouvellement du réseau d'eau potable et le renouvellement du réseau d'eau usée dans la même rue pour essayer, une fois, de traiter la rue dans sa globalité. Donc, aujourd'hui, le compte rendu financier de la société ressort un résultat positif de 12 000 €. Donc, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a un peu de perte sur le potable, un petit peu de positif sur l'assainissement. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un équilibre qui se fait naturellement. Et donc, on verra de conserver cet équilibre tout le long du contrat en gardant les mêmes prestations. Donc, merci Jean-Louis. Alors, je souhaiterais apporter une précision à tes propos. L'assainissement non collectif, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas raccordé au réseau urbain, fonctionne très bien et est agréé et tout à fait valable. Par contre, lorsque Jean-Louis dit qu'on essaie d'éviter les assainissements non collectifs, c'est dans les périmètres urbains, lorsque les réseaux sont à moins de 100 mètres des habitations, où il y a une obligation de raccordement. Donc, en dehors de ce périmètre urbain, l'ANEC fonctionne très bien et pour ceux qui ont eu à s'en servir, il y a le service intercommunal de Cœur du Var qui gère ça de la meilleure des manières pour conseiller et valider les rapports géotechniques. En complément sur la prospective, un périmètre sensible à la source mère des Fontaines, où il y a beaucoup d'assainissement non collectif. Et là, par contre, il serait préférable d'étendre ce périmètre urbain avec un réseau collectif. Les études donc foncières ont commencé, de façon à trouver les emprises nécessaires pour remonter un réseau jusqu'à proximité de la source mère des Fontaines et proposer des raccordements à tous les abonnés qui sont le long de ce réseau. Voilà, bon, ça va être un travail sur 2 ou 3 ans, mais il faut absolument qu'on puisse le conduire pour sécuriser notre ressource en eau. Je reviendrai un instant avant de prendre acte de l'assainissement sur l'eau potable. Tout à l'heure, j'ai omis d'en parler. Jean-Louis disait qu'il y avait un volume d'impayés. Ça paraît peu, 1,5 ou 6%, mais ça représente quand même de l'argent dans le bilan financier dont on a vu que pour l'instant il est affiché de manière négative. Le Veolia, notre délégataire, apporte chaque année une enveloppe financière de 1 780 € qui peut être allouée à des personnes qui bénéficient du RSA
et qui, par le biais donc de la relation avec l'assistance sociale, peuvent solliciter des chèques du fermier et donc être aidés pour honorer leurs factures. Donc c'est aussi à relayer, peut-être une communication à renforcer pour que tous ceux qui pourraient en avoir besoin puissent en bénéficier et qu'on retrouve des comptes équilibrés dans ce domaine. Voilà, je voulais rappeler ça. Est-ce qu'il y a des questions sur le volet assainissement? Non? Bon, on a été à peu près exhaustif. Je vous propose donc de prendre acte de la présentation faite par Jean-Louis sur ce volet assainissement. Tout le monde en convient? C'est parfait, je vous remercie. Ensuite, autorisation d'acquisition du local commercial sur la rue Pierre-Curie. Donc c'est Christophe qui nous la rapporte. Bonsoir, merci Christian. Donc la commune souhaite faire l'acquisition d'un local à usage commercial situé rue Pierre-Curie d'une superficie de 55 mètres carrés appartenant à Monsieur Novelas Bernard et Madame Donna Michel. Je vous informe que le local commercial est composé du lot 1 et 2 de la copropriété cadastrée section AB 111 et du lot 1 de la copropriété cadastrée AB 110 pour une superficie totale de 55 mètres carrés. Les autres termes de la libération 20-07-10-063 portant autorisation d'acquisition du local commercial situé sur la parcelle cadastrée section F 273 rue Pierre-Curie et de la libération 20-12-09-112 portant autorisation d'acquisition du local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AB 111 rue Pierre-Curie restent inchangés. Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à acquérir le local commercial situé sur la parcelle AB 111 et AB 110 d'une superficie de 55 mètres carrés située rue Pierre-Curie appartenant à Monsieur Novelas Bernard et Madame Donna Michel au prix de 45 000 €, frais d'agence compris. D'autoriser également Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la finalisation de cette acquisition. D'autoriser Monsieur Christophe Cortès à signer les actes administratifs correspondant à cette acquisition ainsi que tout document nécessaire à la finalisation de ce dossier. De prendre en charge tous les frais d'acte et autres prestations nécessaires à la réalisation de ce dossier et enfin d'inscrire les crédits correspondants au budget de la commune. Voilà, merci Christophe. Donc, troisième délibération pour cette même acquisition. Vous vous en souvenez, on remonte à la fin de l'année dernière. Enfin, nous avons pu réunir l'ensemble des éléments qui ne nous avaient pas été produits de manière complète au fil des propositions de délibération. Cette fois, nous avons a priori, je reste prudent, tous les éléments en main pour pouvoir signer rapidement et envisager donc les travaux d'aménagement pour accueillir de l'artisanat d'art dans ce local, en complément de ceux qui ont déjà été installés, comme Fleur de Camille et le glacier notamment. Y a-t-il des questions? Non? Donc je vous propose de passer au vote pour nous autoriser à cette acquisition dans les conditions présentées par Christophe. Qui est pour? Merci. Ensuite, autorisation d'acquisition d'une parcelle, impasse Fontaine-Tricia. C'est Michel qui nous la rapporte. Un poteau d'incendie se trouve sur la parcelle A 2355, située impasse de la Fontaine-Tricia, appartenant à Madame Posderec Suzanne. De ce fait, la commune souhaite acquérir cette parcelle d'une superficie de 3 mètres carrés. Suite au remaniement cadastral, il y a lieu d'avoir une nouvelle référence cadastrale pour cette parcelle. Nous sommes donc dans l'attente de cette nouvelle numérotation. Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à acquérir la parcelle A 2355 d'une superficie de 3 mètres carrés, située impasse de la Fontaine-Tricia, appartenant à Madame Posderec Suzanne, à l'euro symbolique non recouvrable. D'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la finalisation de cette acquisition. D'autoriser Monsieur Christophe Cortès à signer les actes administratifs correspondant à cette acquisition et tout document nécessaire à la finalisation de ce dossier. De prendre en charge tous les frais d'acte et d'inscrire les crédits correspondants au budget de la commune.
Merci Michel. Donc ça c'est une possibilité. Bon, le poteau existe déjà, c'est une régularisation foncière vu qu'il est implanté sur ce petit bout de propriété privée qui deviendra communal dès lors que nous aurons signé l'acte administratif. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Donc je propose de voter. Qui est pour cette acquisition? Merci bien. Ensuite, autorisation d'acquisition d'une parcelle chemin de l'Orée des Bois. C'est Christine qui nous rapporte cette délibération. Baisse le masque pour la alors, sinon tu vas rien voir. Alors, j'informe les membres de l'Assemblée que la commune souhaite acquérir la parcelle AM 219 au lieu-dit Bron, afin de permettre un aménagement piétonnier. J'informe aussi que par courrier en date du 16 mars 2021, Madame Bride Elisabeth et Monsieur Bride André nous autorisaient à finaliser cette acquisition. Je demande d'autoriser Monsieur le maire à acquérir la parcelle AM 219 d'une superficie de 51 mètres carrés située au lieu-dit Bron au prix de 1 000 € appartenant à Madame Bride Elisabeth et Monsieur Bride André et d'entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition qui sera finalisée par un acte administratif. Je rappelle également que, par délibération du 20-06-18-029 en date du 18 juin 2020, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à recevoir acte administratif pour acquisition, cession, servitude, échange avec ou sans soult et à désigner M. Christophe Cortès, représentant de la commune, lors des signatures des actes. Je demande au Conseil municipal d'autoriser M. Christophe Cortès à signer l'acte administratif et tout document nécessaire à la finalisation de cette transaction. Merci Christine. Voilà, donc ça c'est l'emprise foncière pour laquelle nous avons donc eu l'accord de monsieur et madame Bride, que je remercie au passage parce que ça s'est fait de manière très simple et évidente, ce qui nous permettra de gagner 1,50 m sur leur propriété, de façon à réaliser un cheminement piéton sécurisé dans cet étranglement du chemin de l'Orée des Bois. Donc je pense que les perspectives de travaux seront certainement pour l'année prochaine, mais la première étape était le foncier, et c'est une bonne chose, et je renouvelle mes remerciements à monsieur et madame Bride pour leur acceptation. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Donc, je propose de voter. Qui est pour cette acquisition? Je bois un coup, j'arrive plus à parler. Merci. Ensuite, autorisation de signature d'une servitude de passage et de tréfonds sur une parcelle. C'est Henriette qui nous rapporte la délibération. J'informe les membres de l'Assemblée du projet de constituer une servitude de passage et de tréfonds au profit de la commune de Carnoules afin de permettre l'implantation d'un poteau incendie et l'élargissement du chemin de Pignan sur la parcelle AD 92, appartenant à M. Marsaudon Bernard et M. Marsaudon Max. Je demande à l'Assemblée d'autoriser M. Christian David d'entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette servitude qui sera finalisée par un acte administratif. Je rappelle également que par délibération numéro 20-06-18-029 en date du 18 juin 2020, le Conseil municipal a autorisé le maire à recevoir les actes administratifs pour acquisition, cession, servitude, échange avec ou sans soult et à désigner M. Christophe Cortès, représentant de la commune, lors de la signature des actes. Je demande au Conseil municipal d'autoriser M. Christophe Cortès à signer l'acte administratif et tout document nécessaire à la finalisation de cette transaction. Merci Henriette. Donc, y a-t-il des questions par rapport à ce dossier? D'accord. Donc, c'est un accord avec les propriétaires pour gagner de l'espace public dans un endroit un peu étroit, implanter un poteau d'incendie pour la défense extérieure contre l'incendie. Un accord avec les propriétaires qu'on remercie également pour cette négociation. Et la servitude leur permet de garder les droits à bâtir sur l'ensemble de l'unité foncière. Donc, s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie.
Ensuite, quartier Les Vidos, autorisation de cession de parcelles. Alors, je peux peut-être apporter une précision. Lionel va vous faire une présentation du sujet et après nous voterons sujet par sujet parce qu'il y en a 4, me semble-t-il, Lionel. Et peut-être pourrait-on s'exonérer du chapitre où on rappelle à chaque fois que le conseil municipal en 2020 a autorisé Christophe Cortés à signer et moi-même, parce que bon, ça fait un peu redondant. On le sait, on le dit juste en dessous le décide. Ça simplifiera, ça gagnera du temps. Merci beaucoup. Donc, Lionel. Autorisation de cession de la parcelle AM212 au lieu-dit Les Vidos. Vu l'avis des domaines, vu le mail de M. Giré et Mme Girard en date du 7 août 2021 qui nous confirme le souhait d'acquérir la parcelle AM212. Je rappelle aux membres de l'Assemblée que la commune est propriétaire de la parcelle AM212 au lieu-dit Les Vidos. Je demande d'autoriser M. le maire à céder la parcelle AM212 d'une superficie de 54 m² située au lieu-dit Les Vidos au prix de 1 890 € au profit de M. Giré, Sem et Mme Girard Mode à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette cession qui sera finalisée par un acte administratif. Je rappelle également que par délibération numéro 20-06-18... D'accord. Moi, je voulais la lire au moins une fois. Ok, je ne la lirai pas. Voilà. Je mets le micro, pardon. Ces parcelles, nous avions acquises parce que c'était un délaissé sans accès et donc en accord avec les propriétaires des unités foncières du Nord. Et nous le rétrocédons avec des conditions donc non-constructibilité aux preneurs qui ont confirmé leur volonté d'acquérir ces parcelles enclavées. Voilà, c'est le contexte. Donc pour ce qui est de la première session de 54 m² à M. Giré et Mme Girard, est-ce que vous avez des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Donc on enchaîne avec la session Augusto. Autorisation de cession des parcelles AM208 et AM210 au lieu-dit Les Vidos. Donc, vu le mail de M. et Mme Augusto en date du 17 août 2021 qui nous confirme le souhait d'acquérir les parcelles AM208 et AM210, je rappelle aux membres de l'Assemblée que la commune est propriétaire de ces deux parcelles. Je demande d'autoriser M. le maire à céder les parcelles AM208 et AM210 d'une superficie respective de 15 m² et 43 m² situées au lieu-dit Les Vidos au prix global de 2030 € au profit de M. et Mme Augusto à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette cession qui sera finalisée par un acte administratif. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu l'avais dit en préambule, mais bon, bien sûr, ces tarifs ont été fixés par les services des domaines, et compte tenu de ce que je disais à l'instant, de l'inconstructibilité de ces morceaux de parcelles. Donc, qui est pour cette session? Merci. Vas-y, Lionel, enchaîne avec monsieur et madame Pellegrini. Autorisation de cession de la parcelle AM211 au lieu-dit Les Vidos, vu l'avis des domaines, vu le mail de monsieur et madame Pellegrini en date du 4 mai 2021 qui nous confirme le souhait d'acquérir la parcelle AM211. Je rappelle aux membres de l'Assemblée que la commune est propriétaire de la parcelle AM211 au lieu-dit Les Vidos. Je demande d'autoriser monsieur le maire à céder la parcelle AM211 d'une superficie de 69 m² située au lieu-dit Les Vidos au prix de 2 415 € au profit de monsieur et madame Pellegrini à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette cession qui sera finalisée par un acte administratif. Merci Lionel. Donc en suivant, même contexte, qui est pour? Je vous remercie. Et je continue. Pour terminer donc avec la session à monsieur et madame Di Francesco. Autorisation de cession de la parcelle AM213 au lieu-dit Les Vidos. Vu l'avis des domaines, vu l'accord de monsieur et madame Di Francesco d'acquérir la parcelle AM213, je rappelle aux membres de l'Assemblée que la commune est propriétaire de la parcelle AM213 au lieu-dit Les Vidos. Je demande d'autoriser monsieur le maire à céder la parcelle AM213 d'une superficie de 37 m²
situé au lieu-dit Les Vidos, au prix de 1 295 € au profit de monsieur et madame Di Francesco, à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette cession qui sera finalisée par un acte administratif. Voilà, donc pour boucler ce dossier des vidéos, qui est pour cette dernière session. Merci beaucoup. Alors on enchaîne avec une délibération qui a un contenu un peu plus lourd. C'est Christophe Caillot qui va nous la rapporter, qui a fait une synthèse pour exposer les principaux éléments de cette modification du plan local d'urbanisme. Christophe, tu as la parole. Alors donc, synthèse sur la délibération du modification numéro 6 de droit commun du PLU, ouverture à l'urbanisation de la zone AU2A de Crau-de-Sauvent. La commune a pour projet d'ouvrir à l'urbanisation l'une de ces zones à urbanisation future AU2A située au lieu-dit Crau-de-Sauvent. Pour cela, il est nécessaire d'engager une procédure de modification de droit commun de son plan local d'urbanisme, conformément aux articles L 153-36 et suivants du Code de l'urbanisme. L'ouverture à l'urbanisation d'une zone d'urbanisation future doit faire l'objet d'une délibération motivée du Conseil municipal, justifiant de l'utilité de celle-ci au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Parmi l'ensemble des zones AU2A du plan local d'urbanisme, cette zone a été identifiée comme la seule où l'ouverture à l'urbanisation peut être immédiatement envisagée par les 7 que compte le PLU. L'objectif est le développement d'un quartier résidentiel s'inspirant de l'esprit des constructions existantes dans le secteur NH de Crau-de-Sauvent, tout en permettant une densité d'une dizaine de logements à l'hectare. Sur les 4,5 hectares de la zone AU2A, seuls 4 hectares sont désormais classés en zone AU1H, zone ouverte à l'urbanisation, sous condition de comptabilité avec les orientations d'aménagement et de programmation. Ces OAP définiront à l'intérieur de cette zone de 2 hectares comme zone d'implantation des futures constructions, ainsi avec la densité recherchée de 10 logements à l'hectare. Une vingtaine de constructions pourront être envisagées sur le secteur. Cette ouverture à l'urbanisation, associée au potentiel de constructibilité dans les zones U du PLU, permettra de répondre aux besoins de production de logements annoncés par le SCOT. Donc le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Cœur du Var, estimé à 40 logements par an à l'horizon de 3 ans, soit 120 logements. Cette procédure de modification est également l'occasion de modifier à la marge certaines dispositions du règlement du PLU, mettre à jour la liste des emplacements réservés et des annexes. Il est précisé que la procédure de modification est soumise à évaluation environnementale et fera l'objet d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Donc, on vous propose d'engager la procédure de modification numéro 6 de droit commun du PLU, approuvé, afin de mettre à jour l'emplacement réservé numéro 21. Compléter la rédaction du règlement du PLU concernant les articles UD-9 et 1 AUD-6. Corriger l'erreur matérielle dans les annexes du règlement. Ouvrir à l'urbanisation la zone d'urbanisation future stricte AU2A de Crau-de-Sauvent. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents et à engager toute procédure nécessaire à la modification numéro 6 de droit commun. Que par suite, les pièces correspondantes du PLU approuvées seront mises à jour. Document 1.1. Exposé des modifications apportées par la modification 6 qui complète le rapport de présentation du PLU approuvé. Document 1.2. Évaluation environnementale de la modification 6 qui complète le rapport de présentation du PLU approuvé. Document 1.3. Résumé non technique qui complète le rapport de présentation du PLU approuvé. Document 2.2. Orientation d'aménagement et de programmation complétée par les OAP de la zone AU1H de Crau-de-Sauvent. Document 3. Règlement du PLU approuvé, remplacé par le règlement du PLU modifié. Document 4. Plan de zonage modifié. Document 5. Liste des emplacements réservés et modifiés. Que la procédure de modification numéro 6 appliquera les modalités de la concertation définies ci-après. La mise en place d'un livre blanc accessible au public en mairie, accompagné du dossier de modification numéro 6 de droit commun du 1er octobre
au 29 octobre 2021. D'une information sur cette mise à disposition publiée dans la presse, sur les sites internet, réseaux sociaux, panneaux lumineux et affiches dans les panneaux communaux. Que seront associés à la procédure de modification numéro 6 de droit commun l'État, la région, le département, la communauté de communes Cœur du Var, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture et également l'Institut national des appellations d'origine et le Centre régional de propriété forestière. Que seront consultées à leur demande des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L141-1 du Code de l'environnement et les communes limitrophes. Et enfin, pour finir, de notifier la présente délibération aux personnes publiques associées. Voilà, bon exercice un peu laborieux, mais c'est vrai que quand on parle d'urbanisme, on est obligé d'écrire le projet, mais de faire référence à beaucoup de documents. Merci Christophe pour cette présentation. Donc, y a-t-il des questions concernant la modification numéro 6 de notre document d'urbanisme? Bon, là, il vous a assommé. Bon, c'est vrai qu'on en avait parlé en amont, et voilà, donc c'est une démarche qu'on s'était engagé à lancer. C'est chose faite, les délais sont contraints par rapport à la réglementation, et l'objectif étant d'avoir une enquête publique vers la fin de l'année et une approbation fin février au plus tard. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette modification numéro 6? Je vous remercie. Ensuite, montant de la redevance d'occupation de domaine public pour les ouvrages de réseau. C'est Liliane qui va nous la rapporter, qui fait son baptême. Allez Liliane. Bonjour. Le montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. J'expose aux membres de l'Assemblée délibérante que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité n'avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L'action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, telles que Simiel-Legvar, auquel la commune adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. Je donne connaissance au Conseil du décret numéro 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R.2333-105 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Je propose au Conseil de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issue du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2021. De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la règle de la valorisation définie par le Code général des collectivités territoriales visé ci-dessus et de l'indication du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d'avis au journal officiel de la République française et non plus sous forme d'avis au bulletin officiel, soit un taux de revalorisation de 40,29% applicable à la formule de calcul issue du décret. La population issue du recensement de la population totale applicable à compter du 1er janvier 2021 est de 3 525 habitants. La redevance actuelle est donc PR 2021 égale 0,183 multiplié par 3 525 moins 213 multiplié par 1,4029, soit 606,06 €
4,16, soit 606 €, arrondi à l'euro le plus proche, conformément à l'article L. 2322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. Merci Liliane. Bah, c'est pas mal pour une première, tu vois. Voilà, bon, beaucoup de textes pour 606 €, mais il n'y a pas de petites recettes, et puis dans la mesure où ils nous les doivent, on les prend. Y a-t-il des questions complémentaires sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Encore une redevance d'occupation de domaine public. C'est Stéphane qui nous la rapporte. Alors, la parution au journal officiel du décret numéro 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d'application du décret précité auraient été satisfaites, permettant d'escompter la perception de la redevance, l'adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d'un titre des recettes. Je vous propose de décider d'instaurer la dite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers des travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. D'en fixer le mode de calcul conformément au décret 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire. Pour les chantiers provisoires de distribution haute tension et basse tension d'électricité. Alors PR égale PRD divisé par 10, où PR est exprimé en euros et le plafond de redevance due. PRD est le plafond de redevance due au titre de l'article 2333-105, calculé par le CIMIELEC VAR. Pour les chantiers provisoires de transport, très haute tension d'électricité, PRT égale 0,35 fois LT, où PRT exprimé en euros est le plafond de redevance due. LT est la longueur exprimée en mètres des lignes de transport communiquées par le correspondant local RTE. Pour les chantiers provisoires de distribution et transport de gaz, PR égale 0,35 fois L fois 1,09, où PR exprimé en euros est le plafond de redevance due. LT est la longueur exprimée en mètres des lignes de transport communiquées par le correspondant GRT gaz. Merci Stéphane. Voilà. Donc là, on n'a pas de montant global puisque c'est juste l'application et après c'est par l'intermédiaire donc des organismes que l'on aura les linéaires qui seront soumis à ces redevances. Bon, ce ne sont pas des grosses recettes non plus, mais bon, dans la mesure où la législation permet de les capter, autant les prendre, comme je disais, à l'instant. Qui a des questions sur ce volet très technique? Bon, je vous propose de voter. Qui est pour? Merci. Ensuite, taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est Stéphanie qui nous la rapporte. J'expose les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettant au Conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Je précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 301-63 du même Code. Vu l'article 1383 du Code général des impôts, et après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal a décidé de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction,
reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements à 40% de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation. Voilà, merci Stéphanie. Donc voilà la proposition. Cette exonération interviendra, on me porte la tablette parce que je n'avais pas en tête à compter du 1er janvier qui suit l'avènement de la construction. Voilà, donc une exonération partielle pour tous les immeubles neufs depuis que donc, la taxe foncière du département a été réunie. Ça, nous avions délibéré précédemment sur ce sujet, a été réunie avec la taxe foncière communale. Voilà. Donc les nouveaux immeubles, l'année suivante, bénéficient de cette réduction de fiscalité à hauteur de 40%. Et pour l'ensemble des immeubles. Y a-t-il des questions? Non. Donc je vous propose de voter qui est pour cette délibération. Merci bien. Ensuite, une garantie d'emprunt bancaire pour des logements sociaux Unicil. René. Alors, je présente aux membres de l'Assemblée la demande de garantie d'emprunt formulée par Unicil SA HLM et tendant à financer la construction d'une opération de 18 logements plus, qui veut dire prélocatifs à usage social, et 8 plaies, qui veut dire prélocatifs aidés d'intégration collective, situés au lotissement Les Rives à Carnoul. Considérant que le prêt est constitué des 5 lignes suivantes. Les travaux 423 514 € au taux de 0,3% sur une durée de 40 ans. Les fonciers, travaux 232 708 € au taux de 0,3% sur une durée de 50 ans. Plus travaux 967 348 € au taux de 1,1% sur une durée de 40 ans. Plus foncier, travaux 530 852 € au taux de 1,1% sur une durée de 50 ans. PHB, deuxième tranche 2019, ce qui veut dire préau de bilan bonifié de deuxième génération, travaux 130 000 au taux de 0,37% sur une durée de 20 ans. Prêt booster, soutien à la production, travaux 390 000 au taux de 1,09% sur une durée de 20 ans. Je vous demande donc d'accorder la garantie de remboursement d'un prêt à hauteur de 50% d'un montant total de 2 674 422 €, soit 1 337 211 € formulés par Unicil SA HLM, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de contrat de prêt numéro 123 047, constitué de 6 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrale de la présente délibération. De convenir que la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée par la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuelles dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date exigibilité. Sur notification de l'impayé, par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les frais de charge. Les charges du prêt, c'est pas pareil. Voilà, merci René. Bon, comme chaque fois, les bailleurs sociaux demandent la moitié de la garantie des emprunts contractés pour réaliser les logements. Bon, ça nous donne des droits d'attribution, mais en même temps, il est quand même regrettable que, alors qu'on nous impose progressivement, selon les strates de communes, de réaliser des logements sociaux, que l'État ne soit pas plus présent dans ces financements, même s'il y a des taux qui paraissent intéressants.
Moi, j'avoue que lorsque je vois le prêt booster, je ne sais pas ce que ça veut dire, booster, mais il est quand même à 1,09, alors que la plupart des autres taux sont 0,3. Il pourrait faire des efforts un peu plus significatifs via la Caisse des dépôts et consignations. Bon, quoi qu'il en soit, la nécessité de ce logement pour nos résidents ou nos jeunes qui cherchent à s'installer est indispensable. Donc, nous avions récemment garanti les prêts pour les PSLA de 14 logements en T4 à proximité, au lotissement Les Rives. Et là, donc, ce sont les 26 logements complémentaires dans le petit collectif qui doit voir ses travaux commencer vraisemblablement en fin d'année. Voilà, donc y a-t-il des questions complémentaires? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette garantie d'emprunt? Merci bien. Nous passons aux subventions aux associations, donc une nouvelle tranche. C'est Françoise qui nous présente la délibération. J'expose aux membres du conseil municipal que, suite à l'analyse des dossiers des associations ayant déposé une demande, il est proposé les attributions ci-dessous pour l'exercice 2021. Je rappelle que les subventions ainsi accordées ne seront versées aux associations qu'après production par ces dernières de l'ensemble des pièces complémentaires qui pourront leur être demandées, notamment en termes de bilan d'activité et de bilan comptable chiffré et détaillé concernant l'exercice précédent. La proposition d'attribution des subventions aux associations pour 2021 est ainsi la suite. Tennis Club Carnoulet, 3 000 €. Société de chasse La Carnoulaise, 800 €. Handi Club Pomponiana Olbia, 200 €, pour un total de 4 000 €. Le montant total de ces attributions se porte à un total de 4 000 €. Ce vote s'effectue association par association. Les membres du conseil municipal ayant des responsabilités au sein des différentes associations ne participent pas au vote. Merci Françoise. Donc, Karine étant excusée, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un autour de la table au tennis. Pour la chasse au bureau, non plus. Et pour Pomponiana, non plus. Donc, tout le monde peut s'exprimer dans le vote. Donc, pour le tennis club Carnoulet, 3 000 €, qui est pour? Pour la société de chasse La Carnoulaise, 800 €, qui est pour? Et Handi Club Pomponiana Olbia, 200 € pour, merci. Voilà, donc pour un montant, comme disait Françoise, de 4 000 € pour ce volet d'attribution. Ensuite, une subvention au conseil départemental pour l'accès au droit. C'est Françoise aussi qui nous la rapporte. Vu la convention en date du 29 mars 2018 relative aux consultations juridiques gratuites conclues entre la commune et le conseil départemental d'accès au droit, j'informe les membres de l'Assemblée que le conseil départemental d'accès au droit propose un service de consultation juridique gratuite pour les Carnoulets en mairie. À ce titre, et conformément à la convention signée, la commune verse une subvention de fonctionnement au conseil départemental d'accès au droit à hauteur de 50 centimes par habitant. Sur la base de 3 525 habitants, le montant pour l'année 2021 s'élève à 1 762,50 €. Je propose alors l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 762,50 € au conseil départemental d'accès au droit. Voilà, merci Françoise. Y a-t-il des questions? Donc, ce sont les permanences qui sont tenues à côté de l'accueil et qui rendent de bons services à tous ceux qui en ont besoin, pour un montant de 1 762,50 €, ce qui paraît raisonnable. Donc, qui est pour? Merci. Solidarité en faveur des sinistrés de l'incendie des morts. Donc, avant de passer la parole à Guillaume, je voudrais juste préciser que, bon, il y a eu beaucoup d'appels à dons un peu hétéroclites dans ces affaires-là. Pour ce qui représente une collectivité, il paraît nécessaire de rentrer dans une organisation. On ne peut pas partir un peu dans tous les sens. Je me suis tenu
au plus près du maire de Gonfaron, Thierry Bonjournou, et de Dominique Lem, président du SDIS du Var et maire du Luc, tous les jours du sinistre pour savoir comment les choses se passaient, s'il y avait besoin d'aide. Et nous arrivons aujourd'hui à cette possibilité, au travers de cette délibération, par l'intermédiaire de l'Association des maires du Var, ce qui me paraît être structuré, cohérent, et c'est donc Guillaume qui nous rapporte la délibération. Je rappelle que le 16 août dernier, un violent incendie a touché plusieurs communes et a notamment détruit des hectares de plaine des morts, patrimoine naturel, végétal et animal. L'Association des maires du Var lance un appel aux dons en faveur des sinistrés de cette catastrophe afin de répondre aux difficultés rencontrées dans chacune des communes touchées par l'intermédiaire de leur bureau d'action sociale. Je propose que la commune participe à cet élan de solidarité par le versement d'une aide de 1 500 € sur le compte dédié qui a été ouvert par l'Association des maires du Var. Voilà, merci Guillaume. Donc, nous avions fait de même l'an dernier pour la vallée de la Roya. Voilà ce que nous vous proposons ce soir pour soutenir tous ceux qui ont subi ce sinistre qui touche à la fois le volet environnemental, agricole, forestier, le nouveau couloir, enfin le même couloir que les 2 fois précédentes, entre 15 et 20 ans d'écart, mais le feu passe à peu près toujours au même endroit. Il faut qu'on en tire des enseignements. On nous a promis que des plateformes de concertation entre les divers acteurs de l'agriculture, de l'environnement et des collectivités se tiendraient. J'espère que parole sera tenue. Le ministre de l'Agriculture est descendu, la secrétaire d'État à la biodiversité aussi. Bon, au-delà des déplacements et des discours, il faudra du concret cette fois. Qui est pour ce soutien? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs. Donc, Christophe. Voilà, donc il est de coutume au Conseil municipal de procéder à la modification du tableau des effectifs du personnel communal afin d'assurer le bon fonctionnement des services. Donc ce soir, je vous propose de procéder à la création d'un certain nombre de postes, notamment un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet, ainsi qu'un poste d'adjoint technique principal première classe à temps non complet pour une quotité horaire de 29h21 hebdomadaire, de procéder à la création de 4 postes d'adjoint technique principal première classe à temps complet, un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet pour une quotité hebdomadaire de 25h21, ainsi que d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet pour une quotité hebdomadaire de 25h26, un poste d'adjoint d'animation principale première classe à temps complet et enfin 4 postes d'adjoints administratifs principaux première classe à temps complet. Voilà, y a-t-il des questions sur ce dépoussiérage habituel? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Voilà, donc vous passerez signé. Pour conclure ce conseil municipal, je voudrais juste dire un mot. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous avez vu que dans le bulletin, je me suis exprimé sur la situation du Covid. Je m'adressais uniquement aux Carnoulaises et Carnoulais, à nos concitoyens, pour faire part de mes craintes. Une grande délicatesse a produit ce mot du maire auprès de Var-Matin, qui s'est empressé de le fractionner et de le faire commenter par un infectiologue de Sainte-Musse. J'ai demandé un droit de réponse dont j'attends toujours qu'il puisse paraître. Je l'ai publié sur mon réseau Facebook, il sera publié sur le réseau de la mairie dès lors que l'attaque s'adressait au maire que je représente. Je trouve ça de la part d'un journal un peu indélicat, d'autant que personne ne m'a appelé pour m'avertir de la chose de la part de Var-Matin. Et malheureusement, au fil des semaines et des jours, mes craintes semblent se confirmer. On voyait encore aujourd'hui Renaud Muselier, président de la région, dans la presse,
entièrement vaccinés, atteints du Covid, isolés. À peu près un tiers des patients dans les hôpitaux ont été vaccinés, continuent à aller dans les hôpitaux. Voilà, je faisais juste part de mes craintes. Je ne pense pas être trop loin de ce qui correspond à ma vérité. Chacun a la sienne. Et comme je le dis dans mes propos, je respecte tout le monde. Je vous demande juste de me respecter, parce que la liberté d'expression que nous revendiquions en 2014, tous Charlie, où est-elle passée? Faisons-le dans le débat, dans la correction, quand on voit encore ce qui sort dans les réseaux sociaux. Quelque part, ça me fait rire, ça me fait moins rire ma famille. Mais ces gens-là, s'ils veulent venir débattre avec moi, je suis à leur disposition. Il y a un moment où peut-être les minoritaires dont je suis auront raison. Et franchement, au fond de mon cœur, j'espère avoir tort, parce que je ne sais pas dans quelle situation sanitaire nous nous trouverons dans quelques années. Donc, je fais juste exprimer ça. Ça plaît ou pas, je demande juste à ce qu'on respecte la liberté d'expression que je mets en place. En tant que maire, il me semblait nécessaire de faire part de ma conviction. Et comme je le disais, on voit que l'actualité, petit à petit, se rapproche de mes craintes. Vaccinés, non vaccinés, tous le même combat. On peut être porteur, transmetteur du virus. Et ce n'est pas parce qu'on a été vacciné totalement qu'on est exonéré de cette chose-là. Je le disais, Renaud Muselier, ce matin dans la presse, a été atteint du virus alors qu'il était entièrement vacciné. Donc, protégeons-nous, faisons attention, et je crois que c'est le leitmotiv qui doit porter, disons, nos convictions dans les jours à venir, dans les mois à venir. Et au-delà de ça, je ne peux me résoudre à accepter l'oppression qui est faite au quotidien et les obligations dans lesquelles on met les gens pour tenter de leur faire croire qu'ils vont vivre normalement, alors que le faites-vous vacciner pour retrouver la liberté, je le dis, ça ne me concerne que moi, est un mensonge pur et dur. Voilà, on le voit au fil des jours. Donc chacun prend sa part de responsabilité, affiche ses convictions pour lui. Je respecte tout le monde, respectons-nous, allons sur le débat et évitons de nous écharper avec des annonces sur les réseaux sociaux, c'est très facile. Et je pense que dans la correction, on peut tout à fait faire avancer tous les sujets, on peut tout se dire, mais en respectant les uns les autres et dans la plus grande correction. Voilà, je vous remercie, mais je ne pouvais pas finir ce conseil sans exprimer ce désappointement que j'ai eu lorsque j'ai eu l'article de Var matin. Bonsoir à toutes et tous et au prochain conseil municipal. Bonne soirée.